Bonjour, que la paix soit sur vous. Quand on observe les deux dossiers, le dossier français, le dossier suisse, on arrive à la conclusion qu'en fait, il n'y a aucune preuve factuelle, qu'on s'appuie sur une notion de psychologie qui est contestée avec des experts et même des juges qui s'opposent et qui mettent en évidence que la notion elle-même ne tient pas. Et ce qui va être tout à fait particulier, c'est que quand même, il faut se rendre compte d'une chose. Mon dossier n'a pas été classé sans suite du jour au lendemain, il n'a pas été, ne s'est pas élaboré au gré de quelques recherches et investigations de quelques semaines. Ça fait maintenant, depuis 2017 jusqu'à ce jour, ça veut dire 7 ans que ça dure. Et après 7 ans, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui puisse prouver ma culpabilité, et ce à quoi l'on arrive après que j'ai été acquitté en Suisse en première instance, dans le cas de l'appel comme dans le cas de la situation en France, finalement, c'est comme si les investigations qui prouvaient mon innocence sont mises de côté, on ne retient que les déclarations des plaignantes, et ce à quoi on arrive comme conclusion, c'est que ce serait à moi de prouver que ce qu'elles disent est faux. Nous sommes dans l'inverse, à l'inverse de ce qui est attendu pour n'importe quelle procédure juridique, à savoir que dans mon cas, je suis présumé coupable dans le devoir de prouver mon innocence. Or, que le droit dit, je suis présumé innocent, et si elle m'accuse de quelque chose, elle devrait en apporter la preuve. Et ce n'est pas simplement une situation qui me concerne moi, il faut que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui savent que ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui. Une femme vous accuse de, et vous devriez vous prouver qu'elle dit des mensonges, qu'elle ne rapporte pas la vérité. C'est le droit à l'envers. Et en fait, ça n'est plus du droit. C'est une accusation qui a été, ou une condamnation qui s'est faite en amont même de toute la procédure. Et je vous le dis, après 7 ans d'investigation, d'instruction, d'audience, on en arrive là. C'est-à-dire que les faits, ils ne sont pas là. La notion psychologique, ça ne tient pas. Et donc la seule chose qui tient, c'est ce qu'elles ont affirmé devant la brigade, devant la police. Mais l'ironie de tout cela, c'est que tout ce qu'elles ont dit devant la police n'a même pas été jugé crédible par la police elle-même. Même pas la police. La police suisse ne croit pas à la version de la plaignante suisse. Et la brigade française ne croit pas à la version. Donc où est l'erreur entre les faits qui disent le contraire de ma culpabilité et donc confirment mon innocence, ou une interprétation politique de l'absence de faits juridiques pour condamner l'homme encore après 7 ans d'investigation. Et ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est que ce qui m'arrive peut arriver à n'importe qui quand on oublie le droit et que l'on condamne sans fait. Ce qu'il est important de dire par rapport à la police, qui reçoit au tout début les plaignantes et qui reçoit les dépositions, c'est qu'elle n'y croit pas. Et elle n'y croit pas, non pas par ce que l'on dit en général, la police ne croit pas les plaignantes, non, elle les écoute. Elle écoute les faits, mais dans les faits qui sont rapportés, il y a des choses qui sont absolument invraisemblables. La police s'attarde sur les messages qui sont envoyés par la plaignante suisse. Il dit, mais attendez, mais c'est vous qui cherchez l'homme, c'est vous qui êtes en train d'essayer de l'appâter. Et puis ce que vous racontez sur l'hôtel et sur ce que vous racontez également sur les messages qui suivent, tout ça ne tient pas. Sur les faits, la police s'arrête au moment des investigations. Et la conclusion que l'on comprend au moment de la déposition, c'est qu'il juge ceci invraisemblable. De la même façon, vous avez la police et la brigade criminelle qui met en évidence les mensonges de la première plaignante, que ce soit sur les lieux, que ce soit sur ces versions qui sont différentes et contradictoires, sur le fait qu'elle se présente comme une personne qui n'a absolument pas de vie affective ni sexuelle et qu'il retrouve sur son ordinateur les preuves du contraire, de la même façon que la deuxième plaignante qui dit qu'elle n'est pas et qu'elle va dans un jardin ou qu'elle est allée, qu'elle a été séquestrée. Et de ce point de vue, les faits mettent en évidence
mensonges innombrables. Et encore une fois, c'est la police qui détermine le fait qu'elles sont en contact les unes avec les autres, contrairement à ce qu'elles racontent. Et de la même façon, les mensonges confirmés de la troisième plaignante, qui sont basés sur des faits. Donc à partir de ce moment-là, la police qui fait son travail est... Encore une fois, si il y avait un être contre lequel on pourrait imaginer que la police n'allait pas me soutenir, eh bien c'est bien moi, avec l'image qu'on a donnée de moi en France ou en Suisse francophone. Eh bien la police, elle fait son travail et elle arrive à une conclusion qui gêne les juges d'une certaine façon, au point qu'ils ne tiennent pas compte de ce que la police met en évidence. Et j'aimerais dire de ce point de vue à celles et à ceux qui disent oui, mais en général les violeurs, il n'y en a qu'1% qui est condamné. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il ne faut pas, au nom de votre volonté que justice soit faite, que vous souteniez une injustice quand celle-ci elle est confirmée par les faits. Et cette idée, par exemple, que les femmes pourraient ne pas mentir quand elles parlent de viol, les situations historiques récentes ont montré que ça arrive. Oui, des femmes peuvent mentir sur des questions de viol. Mais que là, dans ce dossier-là, ce qui est la vérité, c'est que ce n'est pas ma parole qui clament mon innocence contre leur parole qui déterminerait ma culpabilité, c'est leur parole contre leur propre parole qui met en évidence leurs mensonges, leur distorsion de la vérité depuis le départ que les policiers avaient relevé et que les juges refusent de voir. Donc c'est de cela dont il s'agit. Pour ne pas que l'on se trompe, le vrai combat pour l'innocence et pour la cause des femmes, c'est de faire en sorte que le vrai coupable soit reconnu comme tel et que l'innocent soit reconnu comme tel. Mais si pour la cause des femmes, il faut accepter qu'un homme innocent sauve la cause des femmes, c'est que la cause des femmes est perdue. Il faut ajouter un élément à tous ces éléments, et Dieu sait si en les écoutant, en les considérant les uns après les autres, on s'aperçoit, comme d'ailleurs mes avocats, comme d'ailleurs beaucoup d'avocats, comme d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont spécialisées, que dans cette affaire-là, il y a quand même des choses qui sont très très troublantes, pour le moins. Mais ce qui est plus troublant encore, c'est non seulement le jeu de certains acteurs qui se présentent comme mes ennemis idéologiques, mais la réalité de discussion que l'on a entre les plaignantes et un certain nombre de ces acteurs ou d'autres entités. En fait, il y a dans les deux dossiers une perpétuelle référence à l'argent. À l'argent, c'est-à-dire que la plaignante suisse, qui est en contact avec El Fassi, le paparazzi israélo-français ou franco-israélien, eh bien, on est en 2009. Il est en contact avec toutes les plaignantes pratiquement 8 ans avant les plaintes. Et à El Fassi, la plaignante suisse lui demande combien il paye. Combien elle paye. Et lui, il répond que ces affaires de sexualité ou ne vont pas intéresser. Il n'y a jamais de question de viol à ce moment-là. Il est question d'argent, il est question de se faire rémunérer. Et de la même façon, dans le dossier français, la première plaignante se voit interpellée par son propre fils, qui lui demande « Mais pourquoi tu mens ?» Son propre fils lui dit qu'elle ment et lui dit c'est pour assurer votre avenir du point de vue financier. Et de la même façon, la troisième plaignante, et Dieu sait en même temps que la deuxième plaignante par rapport à l'argent, elle est également en contact avec El Fassi. Mais la troisième plaignante, elle dit à son propre frère qu'il s'agit d'être rémunéré avec une somme à 6 chiffres et qui elle-même met en évidence sur les réseaux sociaux la réalité de connexion entre les unes et les autres. Et il est étonnant d'ailleurs de voir que l'argent va dans un autre sens. En général, une plaignante, elle paye son avocat. Mais quand vous avez des emails qui mettent en évidence que c'est l'avocat qui envoie de l'argent à la plaignante, à savoir toujours dans cette relation qu'il y a triangulaire avec El Fassi qui est pratiquement partout dans ce dossier, mais l'argent il est partout et il dit le sens de tout ce dossier également, parce que
il est étonnant de voir que pratiquement tous les avocats travaillent pro bono. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de l'argent des clientes et que les clientes parlent toutes d'argent et que ce facteur-là, il doit être quand même déterminant quand on n'a pas de fait qui condamne un homme, quand on ne peut pas s'appuyer sur une notion psychologique qui déterminerait sa culpabilité, quand les femmes mentent entre elles, quand elles mentent sur le fait de se connaître, quand elles ne disent pas qu'elles travaillent et qu'elles sont en relation pendant près de 10 ans sur les réseaux sociaux, et qu'en plus on veut de l'argent pour salir un homme, alors encore une fois, on passe cette fois-ci du vide juridique, du vide des éléments d'accusation pour quelque chose qui est une vraie manipulation. Et quand on sait qu'en plus, un État étranger, comme les Émirats arabes unis, investit 8 millions pour salir des leaders et des penseurs, on se dit que, au-delà de tout ce que les gens ont refusé, il n'y aurait pas de complot. Mais utilisez le mot que vous voulez. Si ça n'est pas complot, le piège est pourtant évident.